Depuis 2021, l'expression remontada est entrée au dictionnaire Larousse comme étant une remontée de score inattendue, permettant à l'équipe qui perd d'emporter la victoire dans un match de football, alors qu'il y avait un grand écart de points entre les deux équipes. Pour revenir sur un petit fait historique, l'expression est employée depuis les années 1950 en Espagne, dans le monde du football pour désigner une victoire inespérée ou une remontée inattendue. Juanito, l'attaquant du Real entre 70 et 80, est considéré comme le père des remontadas, car avec lui, le club s'est qualifié 15 fois après avoir perdu le match aller. Aujourd'hui, l'expression remontada est rentrée dans notre langage courant, depuis la fameuse nuit du 8 mars 2017. Ce match légendaire a lancé un vrai phénomène de mode. On a connu une remontada par année depuis ce mythique 6-1. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de ce match, car nous avons prévu de dédier une vidéo dans les prochains mois. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un nouveau décor. On a essayé d'aménager au max le décor pour que vous kiffez encore plus. Mais bon, pour revenir sur le thème de la vidéo, ça sera les plus grandes remontadas de l'histoire de la Ligue des Champions. Pour information, ça ne sera pas un classement, mais bien un moyen de vous faire revivre ou de vous faire connaître les matchs les plus légendaires de la Ligue des Champions. Bon les gars, préparez le popcorn et on y va. Oh, he's done it! Liverpool are champions of Europe again! Nous sommes le 25 mai 2005. Cette date restera dans la mémoire de l'histoire du football, non car je fête mon 3e anniversaire, mais bien pour être devenu le jour où un miracle a rendu cette finale la plus mythique de l'histoire de la compétition. Milan retrouve la finale de Ligue des Champions, 2 ans après son sacre face à la Juve, et cette année, pour y arriver, les Milanais ont éliminé le PSV en demi-finale, tandis que Liverpool voit la finale grâce à un but assez litigieux de Luis Garcia qui élimine Chelsea. Bon, parlons composition. Côté Milan, c'est vraiment l'équipe ultime, qui a fini le game. Dida au cage, Nesta, Maldini, Stam et Cafu en défense, le milieu de choc avec Pirlo, Gattuso et Seedorf, un peu plus haut le magicien Kaka et une doublette iconique en attaque, Shevchenko, Crespo. Supplément Rui Costa, Serginho et Costa Curta sur le banc et tout ça sous la houlette de Carlo Ancelotti. De son côté, Benitez a aussi une équipe galactique. Le légendaire Dudek au but, juste devant lui Carragher, Traoré, Finan et Ipia, numéro 6 Xabi Alonso et au milieu de terrain nous avons Gerrard, Luis Garcia et une petite surprise à ce poste, Johan Riz, et pour compléter cela, Kewell et Barrios. Comme pour les 90 de PFUT, il ne fallait pas louper le début du match. Coup franc de l'inévitable Andrea Pirlo, Paolo Maldini reprend cela de la tête, ça fait 1-0 pour Milan. 39e minute, c'est Hernan Crespo qui double la mise suite à une belle finition. Juste avant la mi-temps, le coup de massue est là. Doublé de Hernan Crespo, devenant ainsi le premier joueur depuis 1997 à marquer un doublé en finale de Ligue des Champions. Liverpool perd 3-0 à la mi-temps. Le match est fini, vous pensez? Gattuso le pensait. Gattuso était déjà en train de fêter juste avant le début de la seconde période. En revenant sur le terrain, en seulement 15 minutes, Liverpool refait son retard. 3-1 suite à une tête de Gerrard intelligemment oubliée au point de pénalty, puis sur une frappe de Smither où Dida se foire totalement. Et enfin, sur un pénalty de Xabi Alonso transformé en 2 temps par l'Espagnol après un gros tacle de notre très cher, oui c'est toujours lui, Gennaro Gattuso. Place aux prolongations. Bon, on va pas faire genre, il se passe pas grand chose, mis à part 2 arrêts héroïques de Dudek, dont une du visage. Quoi de mieux que des tirs au but pour offrir la plus prestigieuse des compétitions? L'AC Milan débute, Serginho envoie le ballon sur Mars, tandis que Hamann donne l'avantage aux Reds. Le deuxième tireur est Andrea Pirlo, qui manque aussi son pénalty bien gêné par les danses de Dudek. Djibril Cissé permet aux Reds de mener 2-0. Enfin, Milan marque un pénalty, et cela grâce à Thomasson. Drôle d'histoire, c'est maintenant Liverpool qui le manque suite au pénalty de Riz, stoppé par Dida. Kaka pour Milan, Smither pour Liverpool, le score est de 3-2. C'est maintenant à celui qui a offert la finale et la Ligue des Champions en 2003 à Milan de s'élancer. Andriy Shevchenko. Mais bon, l'histoire sera moins belle et l'Ukrainien manque son pénalty pour offrir la Ligue des Champions à Liverpool 20 ans après le drame de Heysel, drame que l'on retracera un jour en vidéo.
Ah, le duel Italie-Angleterre est encore présent, mais c'est pas de notre faute s'il propose toujours les plus beaux matchs en termes de scénario. Bon, commençons à contextualiser cette confrontation, car nous allons nous attarder sur ce qui s'est passé au match retour. À l'aller, au Stadio San Paolo, qui est totalement en feu, les hommes de Walter Mazzarri ont pris un très gros avantage en battant Chelsea sur le score de 3-1 grâce à un doublé de Il Poche Lavezzi et d'un but de match retour, Chelsea a licencié Andrés Villas-Boas et a nommé le favori des supporters, Roberto Di Matteo. Ancienne légende des Blues, mais dont la seule expérience en tant qu'entraîneur a été au MK Dons et à West Bromwich, en très peu de temps, Di Matteo a transformé Chelsea. Et surtout, son trio magique, Didier Drogba, John Terry et Frank Lampard, tous les trois buteurs pour emmener le match en prolongation suite au but de Gökhan Inler pour le Napoli. Avant que Ivanovic ne reprenne un centre de l'éternel Didier Drogba pour envoyer Chelsea en quart de finale affronter Benfica. Puis la suite on la connaît. Chelsea élimine le Barça, Torres Ramirez un classique et soulève le titre en finale face au redoutable Bayern Munich. Roberto Di Matteo restera l'un, voire le coach ayant eu le plus grand impact dans un club avec une aussi courte durée. Bon, vous savez qui peut avoir un impact sur nous? C'est vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout lâcher un petit like, ça nous ferait grave plaisir. Allez, petit spoiler. C'est le match le plus ancien de notre vidéo. Nous sommes le 23 octobre 1974. Le match aller est un cauchemar pour les Verts. À Split, dans l'actuelle Croatie, 27 000 spectateurs assistent à la large victoire des locaux, 4-1. Tout semble terminé pour le club français. Mais les joueurs ont de l'espoir. Nous avions marqué un but à l'extérieur et c'était important pour le retour. Un motif d'espoir, raconte Georges Beretta, capitaine de cette équipe de Saint-Étienne. Nous sommes rentrés sur le terrain en nous disant que tout était possible. Allez, c'est parti. L'arbitre donne le coup d'envoi. Les Verts prennent l'avantage grâce à un but de Jean-Michel Larquet après 36 minutes de jeu, mais 30 minutes après, c'est Jovanovic qui égalise pour les Yougoslaves. La tâche semble quasi impossible. Les Verts n'ont plus qu'une demi-heure pour inscrire au moins 3 buts et arracher minimum une prolongation. Pas de temps à perdre pour les Verts dans ce match. Sur l'engagement, Dominique Battenet redonne l'avantage à Saint-Étienne dans un chaudron en folie. Ils vont le faire. 71e minute, les Stéphanois inscrivent le 3-1 grâce à Georges Beretta, puis ils arrachent les prolongations avec le but de Yves Triantophilos. C'est à la 104e minute de jeu que le coup de grâce arrive. Coup franc pour la SSE, but de Triantophilos suite à une très belle combinaison. Il en fait, l'impossible est devenu vrai, la SSE est en quart de finale de Ligue des Champions. Et pour les plus curieux, les Verts se feront éliminer en demi-finale face au futur gagnant, le Bayern Munich. Oui, ils sont toujours là. Gigi Buffon pour maintenir Paris en vie. Allez, non jamais Gigi. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris. 2 ans après la remontada face au Barça, une année après l'élimination sans gloire face au Real Madrid, et après un match aller parfaitement géré à Old Trafford grâce notamment à une superbe prestation d'Angel Di Maria, les hommes de Thomas Tuchel ont succombé à leurs vieux démons. Dominateur tout au long de la rencontre. Le PSG est éliminé face à des adolescents. En effet, Solskjaer doit se passer de ses défenseurs Phil Jones, Antonio Valencia et Matteo Darmian, ainsi que son milieu de terrain Matic, Mata, Pogba, Herrera. Et en attaque, ça sera sans Jesse Lingard, Martial et Alexis Sanchez. Il a donc décidé de faire appel à 8 joueurs issus du centre de formation: Tai Chong, James Garner, Angel Gomez, Mason Greenwood, Brandon Williams, ainsi que les plus expérimentés Scott McTominay, Pereira et Marcus Rashford. Côté PSG, un classique, Neymar encore absent, et c'est Draxler qui le remplace. Sinon c'est du classique, Buffon au but, défense à 3, Silva, Kipembe, Kerrer. Au milieu nous avons Verratti et Marquinhos, en piston Alves Bernat et devant Mbappé, Draxler, Di Maria. Comme d'habitude, lors des remontadas, il ne faut pas louper les 5 premières minutes. Le match est seulement à 2 minutes de jeu que Thilo Kehrer allume la brèche. L'Allemand rate sa passe en retrait vers Thiago Silva, Lukaku surgit, efface Buffon et marque le 1-0. Le PSG est sonné et il reste 88 minutes de jeu.
Le PSG pousse, Manchester aussi, mais c'est bien le PSG qui va se montrer le plus convaincant. 12e minute, Dani Alves donne un bon ballon dans la surface à Mbappé, qui accélère et centre au second poteau, où Bernat égalise. Puis la tendance change. Manchester multiplie les attaques, Rashford manque l'immanquable suite à une nouvelle erreur de Kehrer, mais bon, l'erreur fatale ne sera pas commise par un jeune, mais bien par l'homme le plus expérimenté de la rencontre. Rashford tente sa chance de loin avec une frappe un peu inespérée, Buffon l'intercepte, mais la relâche en commettant une incroyable bourde qui permet à Lukaku de redonner l'avantage aux Red Devils. Allez, on fait un bond à la 84e minute, au moment où le PSG aurait dû mettre le coup de massue. Dani Alves envoie Mbappé au but, après une déviation de Smalling, mais le Français trébuche et le ballon revient sur Bernat, qui touche le poteau. 6 minutes plus tard, frappe de Diogo Dalot, main de Kipembe, VAR, penalty, Marcus Rashford s'élance, ça fait 3-1. Les Parisiens se sont éliminés tout seuls. 3 buts littéralement offerts, une nouvelle prestation catastrophique et surtout ridicule du club de la capitale. Ladies to gentlemen. Bon, en français, mesdames et messieurs, je vous présente la remontada. Un an après avoir infligé une remontada épique au PSG, le Barça se retrouve du mauvais côté. Vainqueur à l'aller 4-1 au Camp Nou grâce à 2 contre-camps de la Roma et des buts de Piqué et Suarez, le Barça a fait le boulot et se projette au match aller avec de la confiance. Mais les Romains n'ont pas oublié ce but de Dzeko qui permet au club de la Louve d'avoir une lueur d'espoir. Le Barça aborde cette rencontre en véritable favori. Auteur d'une saison XXL, Lionel Messi porte ce club et réalise l'une des meilleures saisons de sa vie. Tandis que de l'autre côté, les hommes d'Eusebio Di Francesco restaient sur une défaite devant la Fiorentina sur cette même pelouse et ne semblaient pas franchement capables de renverser le club catalan. Comme pour quasi la totalité des remontadas, il ne fallait pas louper le début. Poussés par un Stadio Olimpico en feu, les Romains attaquent la rencontre comme des morts de faim. Daniele De Rossi avait marqué contre son camp à l'aller, mais il avait juré de changer la donne et c'est ce qu'il a fait. Lancé par son capitaine, Edin Dzeko ouvre le score à la 8e minute en se jouant facilement de Piqué et Umtiti. L'attaquant bosnien de la Roma a fait souffrir la défense catalane pendant plus de 90 minutes. Méconnaissable, le Barça regagne le vestiaire avec un seul petit but de retard et ça, c'est bien grâce à Marc-André Ter Stegen qui est le seul joueur à la hauteur ce soir-là. Deuxième mi-temps, le Barça n'a pas changé de visage, ce maudit Dzeko joue encore des tours à la défense barcelonaise et pousse Piqué à concéder un penalty que De Rossi s'est chargé de transformer. Comme dit juste avant, seul un homme côté Barça est au rendez-vous. Il s'agit de Ter Stegen qui retarde l'échéance en bloquant une superbe reprise de Nainggolan puis en repoussant celle d'El Shaarawy. Et au bout d'un moment, nous arrivons au moment fatidique, au moment où la Roma a enfin reçu ce qu'elle méritait. Un troisième but synonyme de qualification et c'est Kostas Manolas, auteur d'un contre-camp à l'aller, qui se hisse en héros improbable. Il a libéré tout un peuple en plaçant une tête parfaite sur un centre de Cengiz Ünder. Et pour la première fois depuis 1984, la Roma jouera une demi-finale de Ligue des Champions. Le karma a frappé les Catalans. Ils étaient pourtant injouables cette saison puisqu'ils n'ont connu qu'une seule défaite en Liga et remportent le titre avec 14 points d'avance, tandis que la Roma n'était pas loin de réaliser une autre surprise en éliminant Liverpool en demi-finale. Préparez-vous pour le comeback. Nous allons vivre une soirée spéciale, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Cristiano Ronaldo avait annoncé une grande soirée au public turinois et il a tenu parole. Lors du match aller opposant l'Atlético et la Juve, la vieille dame s'est fait punir sur 2 coups de pied arrêtés par la doublette uruguayenne Godín-Jiménez qui ont été les 2 seuls buteurs de la rencontre. Cristiano, ¿qué? Ahora 5 y a dormir, Cristiano 5, ¿qué? Llorar, a Turín, a llorar. Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera. Saque la manita Pues adiós, vaya Italia, no vuelva. Calentito de aquí. Ay, para Italia. Mis à part cette victoire, il y a un geste, le geste de Diego Simeone qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Au moment de l'ouverture du score, le coach argentin s'est retourné vers son banc et les tribunes de l'Estadio Metropolitano et s'est touché les parties génitales. Un geste que l'entraîneur madrilène a assumé en conférence de presse en le justifiant de cette façon. Mon geste ? Il faut des couilles. Il faut des couilles pour mettre Costa et Koke titulaires alors qu'ils n'ont pas joué depuis un mois.
Mais bon, on le sait tous, dans la vie tout se paye et un monsieur qui est habitué à humilier le club Colchoneros lui fera payer son arrogance au match retour. Avant le match retour, personne ne croyait à la Juve. Personne ne croyait la Juve capable de retourner ce match, surtout parce que l'équipe de Diego Simeone est l'une des meilleures défenses d'Europe en restant sur 5 matchs consécutifs sans encaisser le moindre but. Mais le mot impossible n'est pas dans le vocabulaire de Cristiano Ronaldo. Poussé par un Juventus Stadium en ébullition, la Juve ne perd pas de temps. À la 6e minute, Giorgio Chiellini pensait avoir ouvert le score avant de voir son but annulé pour une faute de Cristiano Ronaldo sur Jan Oblak. Dépité par son erreur, l'attaquant portugais n'a pas tardé à se faire pardonner. Après plusieurs tentatives de centre non concluantes, la Juve a été enfin récompensée, et cela avant la demi-heure de jeu. Centre de Bernardeschi, qui a la retombée, Cristiano Ronaldo qui s'élève plus haut que tout le monde et propulse le ballon au fond. 1-0 pour la Juve à la mi-temps, les supporters commencent à y croire. Les Bianconeri ont attaqué la seconde période comme la première et ont été logiquement récompensés. Trouvé sur un centre de João Cancelo, Ronaldo a de nouveau pris le dessus sur tout le monde, marque un but de la tête validé par la Goal Line Technology. C'est fait, la Juve a rattrapé son retard et s'offre le droit de jouer une prolongation. Mais ce soir-là, la Juve n'était pas venue pour jouer les prolongations. Et ça, Bernardeschi l'a fait savoir, en allant chercher un penalty inespéré suite à une poussette de Correa. Mais bon, la suite vous la connaissez. Sans trembler, Cristiano Ronaldo l'a transformé, s'offrant un triplé historique. La Juve a réussi l'impensable, se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions après avoir perdu 2-0 à l'aller. Personne n'y croyait, et avec cette victoire et surtout cette qualification, la Juve se hisse comme l'un des favoris à cette Ligue des Champions. L'année dernière, la Juve était éliminée par le Real Madrid. Tout le monde se souvient, l'action Benassia-Vasquez, pour moi il n'y a pas pénalty, ça reste, mais bon. Mais cette année, avec Cristiano Ronaldo dans ses rangs, c'est toute une autre histoire. Intentando Fran, bien para Fran, Fran, y el cuarto para el Deportivo, lo ha marcado Fran, tocó en un defensor. On a commencé avec l'AC Milan, on était obligé de terminer avec le club milanais. Et je suis désolé amis milanais, c'est encore une remontada contre vous. Tenant du titre, l'AC Milan retrouve le Deportivo La Corogne en quart de finale de Ligue des Champions. Il faut savoir que le club de Galice s'est affirmé comme un club très important du championnat espagnol, juste derrière le Real Madrid et le Barça dans les années 90, début 2000. En plus de ça, pour jouer les quarts de finale, ils ont éliminé la Juve. L'AC Milan est donc prévenu. Malgré l'absence de Nesta, Carlo Ancelotti peut compter sur une équipe de Galactique pour cette confrontation. Pourtant averti, le Milan se fait surprendre d'entrée avec un but de Pandiani, mais dans la dernière minute de jeu de la première période, Kaka enchaîne contrôle de la cuisse gauche et frappe du pied droit pour le 1-1 à la pause. Le Milan AC trouve une nouvelle fois la faille par un autre exploit individuel seulement 20 secondes après le coup d'envoi. Andriy Shevchenko réalise un contrôle orienté de l'extérieur du pied droit, Kéline Andrade d'un petit pont et Silva sur un grand pont avant de placer son tir poteau opposé. Le Milan AC ne s'arrête pas puisque 3 minutes plus tard Kaka inscrit le 3-1 et Pirlo parachève le tout d'un coup franc direct à la 53e minute. Le Milan a donc inscrit 4 buts et a renversé la situation. Fin du match, l'AC Milan ira en Espagne avec une demi-finale totalement acquise. Après tout, aucun club a réussi à se qualifier après avoir perdu avec 3 buts d'écart en élimination directe de Ligue des Champions. Facile. Dès le coup d'envoi, le Milan semble ailleurs. Les Milanais semblent déjà en train de se concentrer sur leur future demi-finale et on remarque une certaine fébrilité. Et cela se confirme avec le but express de Pandiani à la 5e minute, un but qui enflamme le public du Riazor. Le Deportivo n'est plus qu'à 2 buts de l'exploit. Les joueurs du Milan AC subissent un pressing haut qui coupe l'équipe en deux. Kaka est marqué de A à Z et gâche son seul face-à-face alors qu'il aurait pu ramener son équipe dans la course avec ce but à l'extérieur, si précieux en Coupe d'Europe. Après 2 gros arrêts, Dida manque sa sortie sur un centre et Valerón n'a plus qu'à placer le ballon de la tête dans les filets milanais. Cela fait 2-0, la qualification n'est plus qu'à 1 but pour les Espagnols. Le Riazor est en ébullition. Le coup de grâce arrive juste avant la pause, long dégagement du gardien Molina qui arrive sur Luque, lancé vers le but qui élimine Cafu avant de tremper Dida d'une frappe sous la barre. C'est la mi-temps et la Corogne a refait son retard en seulement 45 minutes et dès à présent qualifiée pour les demi-finales grâce à son but inscrit à San Siro. À un quart d'heure de la fin, la Corogne parachève son exploit. Le Milan AC pensait déjà aux demi-finales et est arrivé en Galice avec de l'arrogance.
Ces propos sont confirmés par Andrea Pirlo. La probabilité que nous passions à ce tour était égale à celle que Gattuso soit un jour ou l'autre diplômé en littérature. Nous pensions déjà aux demi-finales avant même de partir pour la Galice, ça devait être une promenade de santé pour nous. Le ressenti par rapport au scénario de cette rencontre est le même pour Clarence Seedorf. C'est le pire match de ma vie. Mourinho doit encore nous remercier pour être devenu un grand entraîneur après ça, car ce Milan était incroyable. C'est le match qui m'a le plus fait mal, encore plus que la finale d'Istanbul. Le Milan était en forme, nous aurions dû faire le triplé cette année-là. Pour une nouvelle fois sublimer l'histoire, l'entraîneur du Deportivo La Corogne, Javier Irureta, avait prié pour un miracle et l'a obtenu. Pour honorer une promesse, il a ensuite fait un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle en guise de remerciement. Et voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez un épisode 2, petit objectif, 300 likes, parce qu'on sait il y a encore plein d'autres matchs. Mais bon, la petite question de la vidéo, ça sera, pour vous, laquelle a été la plus incroyable en termes de remontada? Et en bonus, est-ce que vous pensez que Liverpool puisse faire une remontada contre le Real Madrid après avoir perdu 5-2 à Anfield? Bon, c'est le moment de vous remercier de votre soutien quotidien, de nous avoir suivis sur Instagram, sur Twitter ou encore sur YouTube. La vidéo de Scaloni est quasi à 100 000 vues, c'est incroyable. 42 000 abonnés sur Instagram et on est à 2 doigts d'atteindre les 4 000 abonnés sur Twitter. Et je voulais vous expliquer pourquoi il y avait seulement une vidéo par mois. On est 2 étudiants, c'est dur d'associer les études plus YouTube, en sachant qu'il y a aussi Instagram à entretenir. Mais bon, on va essayer de faire des vidéos plus courtes pour pouvoir envoyer plus de contenu. Sur ce, ciao l'équipe!